Donc bonjour. Bonjour, tu regardes en général. Tu regardes où tu fais juste, on va discuter de... Donc tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Sébastien Bosetti, je viens du Vaucluse, j'ai 27 ans et je me suis fait opérer d'une sleeve au 14 septembre 2017. Et est-ce que tu peux raconter pourquoi tu as décidé de faire la sleeve déjà dans un premier temps? Alors, j'ai toujours été en surpoids. Après, c'était pas énorme, c'était vivable en fait, il n'y avait pas forcément de problème. Jusqu'au jour où j'ai eu un problème au dos qui m'a fait prendre près de 40 kilos. Ce jour-là, du coup, en fait, je me supportais plus, donc du coup, j'ai fait un régime qui était beaucoup trop draconien. Du coup, j'ai perdu mes 40 kilos, mais dès que j'ai recommencé à manger normalement, je les ai repris. Du coup, j'ai refait un régime encore plus draconien avec que du sport, des légumes vapeur, enfin un truc pas très bien. Du coup, j'ai reperdu 40 kilos, mais ça n'a pas tenu longtemps, donc je les ai repris. Et donc, à force de faire le yo-yo, mon corps a commencé à devenir assez insupportable. Et puis, au final, je me sentais plus très bien. Après, au final, je me suis mis en couple. Comme on le sait, en couple, on prend toujours un peu de poids. Donc, j'ai encore pris 10 kilos supplémentaires et j'ai atteint 142,5 kg, qui était pour moi en fait plus vivable. J'étais plus bien dans mon corps. Donc, du coup, ayant eu ma mère qui avait fait un bypass 6 ou 7 ans avant, du coup, j'ai pensé à cette opération et j'ai voulu me renseigner. Et puis une fois renseigné, j'ai voulu la faire et du coup j'ai fait le parcours de préparation à la sleeve. Tu as fait une sleeve, donc tu as eu une sleeve, ta mère avait eu un bypass. Oui. Et en fait, moi je rencontre moins d'hommes quand même qui osent parler de leur problème de poids, ou moins d'hommes qui vont à la chirurgie, ou moins d'hommes qui sont dans des prises en charge, accompagnement médical. Et il y en a certains qui sont plus là parce qu'il y a des problèmes de santé, parce qu'il y a du diabète, parce que tout ça. Et toi, tu parles vraiment de cette prise de poids, tu parles vraiment de mal-être et d'une non-acceptation de ton image, de ce que tu es en fait. En fait, le mal-être allait parce que dans ma vie tout allait bien, j'avais un travail, j'avais ma compagne, donc tout allait bien. Mais au niveau du sport, je sentais que ça devenait de plus en plus compliqué, mais je pratiquais toujours du sport, donc... mais c'est vrai que je sentais que ça allait plus trop bien. Et puis c'était surtout ce fait d'avoir tout le temps faim. Tout le temps. Et, je faisais 1 kilo de pâtes, je le mangeais tout seul et j'étais pas rassasié, il fallait que je mange quelque chose avec. Quand je mangeais des steaks hachés, il m'en fallait au moins 2 pour sentir que j'avais mangé derrière. Et je mangeais 3 fois par jour, plus du grignotage entre les repas. Enfin, même si c'était pas forcément malsain ce que je mangeais, j'avais toujours besoin de manger. Donc du coup, force, c'était pas bon. Et par contre, tu parles que tu étais, donc tu as connu ta compagne, mais là je crois que vous êtes paxés, que j'ai vu sur Facebook. Félicitations. Merci. Et par contre, cette décision de faire la chirurgie, alors ta mère l'a fait, peut-être elle a pu te conseiller, elle a pu t'écouter, tu as pu échanger avec elle, et ta compagne... Voilà, comment est-ce que vous avez pris la décision à deux? Est-ce que toi tu l'as pris, puis après, est-ce que vous avez fait le suivi avec elle? J'y ai pensé tout seul au début, je lui en ai parlé et elle y avait pensé aussi de son côté. Et du coup, c'est vrai qu'elle m'a suivi dans mes démarches, elle m'a appuyé. Quand elle pouvait venir au rendez-vous avec moi, elle le faisait. Après, le problème, c'est que les rendez-vous en général, c'est en plein milieu de journée, donc vu qu'elle travaille, c'était un peu compliqué. Mais dès qu'elle pouvait venir à la diététicienne avec moi, elle venait. Dès qu'elle pouvait venir, bon, pas la psy, mais au rendez-vous avec le chirurgien, elle venait. Puis elle suivait derrière, elle me faisait bien carrer tout ce qui était demandé par la diététicienne et tout ça. Donc non, elle était avec moi dans l'accompagnement. Après, pour ce qui est de ma mère, je lui en avais parlé aussi une fois que la décision était prise avec ma compagne. Elle m'a dit qu'elle me suivait aussi dans ma décision, mais après pour elle, c'était pas nécessaire pour moi, parce qu'elle m'avait déjà vu maigrir par 2 fois et du coup elle savait que je pouvais le faire par moi-même. Mais elle a respecté. Et après, elle a respecté entièrement mon choix et elle m'accompagnait aussi dans ma démarche. Elle était complètement pour, quoi. Et puis après, j'avais une autre amie qui avait été opérée peu de temps avant, du coup, du bypass aussi, qui a eu une complication, mais elle, c'est dû au fait qu'elle soit tombée enceinte juste derrière, en fait. Apparemment, c'est très fréquent l'opération. Oui, sur les personnes, les grossesses, on dit vraiment à 1 an, 1 an et demi après. Parce que ça a un impact de la chirurgie, tu ne peux pas bien t'alimenter, donc nourrir encore
un enfant et tout ça, ça fait des complications de carence ou de grossesse qui soient plus surveillées. Et du coup, elle m'avait dit aussi tous les bons côtés qu'elle avait au jour d'aujourd'hui d'avoir fait cette opération malgré les complications de sa grossesse et tout ça. Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça m'a conforté un peu dans mon choix de départ. Mais après, de toute façon, je pense qu'une fois qu'on a la décision de faire le parcours, dès qu'on a pris la décision de faire le parcours, je pense qu'on va au bout. Il y a très peu de gens, je pense, une fois le parcours vraiment lancé, qui disent non, en fait, ça m'intéresse pas. Parce que voilà, si on commence le parcours, c'est qu'on a vraiment ce besoin de changer en fait notre manière d'être ou notre manière de vivre. Moi, c'était vraiment cette manière de manger quoi, qui était plus adaptée à moi. Et puis je pense que c'est important aussi de signaler que votre femme ou votre mari qui participent et qui comprennent aussi ce qu'on va faire, ce qu'on va nous faire. Parce que nous, on est dans notre démarche à nous. Et eux le vivent en tant qu'aidants et accompagnants, mais il faut qu'ils comprennent aussi, qu'ils entendent ce que le chirurgien va dire, qu'ils entendent la diététicienne, parce que après on se retrouve à deux à vivre au quotidien. Donc nous on s'engage dans quelque chose, mais en même temps, involontairement, on engage les autres et notre famille. C'est ça. Après, moi j'ai eu la chance qu'elle me suive dans mon parcours diététique. On avait vu une diététicienne ensemble juste avant en fait, le début du parcours. Et voyant que j'arrivais pas à perdre du poids par moi-même, c'est pour ça que je me suis vraiment lancé du coup dans le parcours. Et au final, elle m'a suivi dans ce parcours avec moi. Elle mangeait les mêmes choses que moi. Par la semaine de yaourt du coup que j'ai dû faire avant l'opération, où là elle mangeait énormément la pauvre. J'allais pas lui faire ça non plus. Mais du coup, elle mangeait les mêmes quantités que ce que moi je devais manger. Et au final, c'est vrai que ça m'a motivé vraiment à le faire. Et c'était important pour elle, c'était sa façon à elle de faire voir qu'elle était avec toi. Je pense. Après, nous on s'est rencontrés donc à Montpellier. C'est ça. Donc un jour, j'ai... Grâce à une aide-soignante des soins continus d'ici. Ouais, donc Christelle qui m'a téléphoné, non, qui t'avait donné mon numéro de téléphone. Donc en fait, en tant qu'association de patients aussi, je pense que c'est important le rôle qu'on a. Ouais. Donc après, toi, puisque tu as participé à ça et tu as eu cet accompagnement, alors des professionnels et l'accompagnement d'une association de patients, alors quelle que soit la personne, c'est pas moi en particulier, mais est-ce que tu peux parler justement de cette rencontre qui était spécifique parce que tu es dans une chambre d'hôpital, tu avais des soins, tu avais tout ça, et qu'est-ce que ça t'a apporté et comment on a cheminé et quel a été dans le cheminement et maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes connus ? Je crois que du coup, on s'est vu après mes soins continus, donc c'est octobre-novembre, c'était fin novembre, début décembre. Ça fait maintenant quand même 3 mois. Donc pendant ces 3 mois, qu'est-ce qu'il y a eu en plus ou en moins de l'accompagnement que tu avais déjà? Alors, du coup, on s'est rencontrés sur... pas forcément... Si, aux soins continus, je crois que tu es venu la première fois. Oui. Et après, je t'ai vu. Et après, du coup, j'étais dans ma belle chambre à 80. Je me souviens de toute ma vie de cette chambre. Je suis resté un mois donc. Voilà. J'avais le suivi médical dès le départ que je suis arrivé ici. Donc, je suis arrivé ici le 14 octobre, que ce soit en réa, en soins continus ou en service. Et j'avais du coup ce suivi médical par les chirurgiens qui passent tous les jours à peu près dans la chambre et qui me disent machin. Mais j'avais pas la possibilité de m'exprimer, de parler à quelqu'un qui a vécu ça au final, parce que les chirurgiens, ils ont vécu ça sur le papier, ils savent à peu près à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'il faut faire, machin, mais vu qu'ils l'ont pas vécu, il n'y a pas ce côté humain, il y a vraiment un côté très médical. Et c'est vrai que du coup, moi, quand je suis arrivé ici en service, d'ailleurs aux soins continus, j'ai demandé à avoir une psychologue de l'hôpital. Ça a été ma première démarche, ça a été ça, et ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup, elle venait 2 fois par semaine me voir. Donc, on parlait des fois de mes chats, on parlait de tout et de rien, mais ça me faisait du bien de pouvoir tout libérer en fait. Et c'est vrai que toi, quand tu venais à chaque fois, c'était pareil. Du coup, je pouvais me libérer, je pouvais lâcher tout ce que je ressentais, que ce soit sur le fait de ne pas pouvoir m'alimenter, que ce soit sur le fait d'avoir ces complications qui, du coup, pas gâchent un peu la vie, mais nous donnent l'impression de perdre du temps, parce qu'au final, on est à l'hôpital pendant ce temps-là, on ne travaille plus, on a nos proches qui ne sont pas là, voilà. Mais ouais, en fait, ça fait vraiment, le mot, c'était vraiment accompagnement, parce que du coup, du jour où je t'ai connu, j'ai vu une fois aussi le Jonathan, voilà, qui était venu aussi une fois.
Et du moment où je t'ai connu, enfin, je sais que tu passais au moins une fois par semaine, si ce n'est plus, pour me voir, pour savoir comment ça allait. Dès que j'avais un examen important, je prenais des nouvelles et tout ça. Et du coup, je pouvais en parler à quelqu'un d'autre que ma famille, quoi. Je pouvais, et c'était pas forcément de la même manière, parce que du coup, toi, l'ayant vécu, tu pouvais me dire oui, mais t'inquiète, moi j'ai fait ça et c'était vers le bon chemin. Alors que, voilà, nous on ne savait pas où on allait vraiment, on ne savait pas à quel niveau, en gros, de ma complication on en était. Est-ce qu'on était au début, est-ce qu'on était au milieu, est-ce qu'on arrivait vers la fin. Et ouais, ça m'a aidé sur ça, beaucoup. Et puis après aussi le fait que, ben, du coup, en tant qu'association de patients, tu aies la possibilité de parler aussi aux chirurgiens et tout ça, et que bah, ce soit en plus les chirurgiens qui t'ont opéré toi. Enfin, je sais que ça m'a pas mal aidé parce que moi, des choses que j'arrivais pas à faire passer comme message du coup aux médecins, toi, tu as réussi à leur faire passer, comme le fait de me faire rentrer chez moi. J'avais beau leur demander, pour eux, ben voilà, c'était compliqué de me faire rentrer chez moi avec tout ce que j'avais. Sauf que du jour où toi, tu leur as expliqué, voilà, à un moment donné, je pense que même une semaine, ça lui fera du bien. Ben, du coup, ils m'ont donné cette chance. Après, il y a eu le problème de CRP qui était pas bonne, mais dès que la CRP était redescendue, ils m'ont donné cette chance de rentrer chez moi. Et au final, ça a été exponentiel chez moi. Je me suis rétabli, mais 10 fois plus vite qu'à l'hôpital. Parce que mine de rien, il y avait ce manque affectif, ce manque de chez soi, quoi. Qui est l'hôpital, malgré le passage des infirmières, des aides-soignants, tout ça, on n'est pas chez soi, quoi. Et c'est ce que tu dis, en plus, tu vois, en tant qu'association de patients et le rôle que j'ai, je dis toujours, je ne veux pas prendre la place des chirurgiens, la place médicale. Et je pense qu'en collaborant, comme on peut faire avec M. Scali, quand je suis allée le voir et que je lui disais c'est hyper important pour lui, il n'entend pas ça de la manière de dire elle me donne un ordre, moi je suis chirurgien et elle qu'est-ce qu'elle me dit, je sais ce qui est bon ou pas bon pour mon patient. Et l'intelligence de savoir que moi ce que je vais transmettre c'est juste un appel au secours d'un patient en disant s'il vous plaît faites-moi sortir. Et moi j'étais persuadée que si tu partais, en tant qu'avoir vécu ça, ça te permettrait de couper de tout ce milieu médical, de ces branchements. Et c'était plus acceptable d'être continuer à être branché, mais d'être branché chez toi, et au moins qu'une semaine ou un week-end, et on en avait discuté, et moi j'étais persuadée que tu revenais avec un meilleur moral, et on en parlait justement avec Martha, c'est de dire que la partie du mental, quand le patient il est avec toi pour sa guérison, pour tout ça, tu peux être le meilleur chirurgien de la terre, si le patient il baisse les bras, il baisse les bras. Si tu lui redonnes les moyens de se ressourcer, parce que la maison est importante, parce que tu étais soucieux, parce que ta femme n'arrêtait pas de faire des allers-retours, parce qu'on arrive à Noël. Donc tu l'as compris en plus, parce qu'à Noël, paf, tu ne peux pas sortir parce que la CRP n'est pas bonne. Mais on t'avait garanti que de toute façon, on t'avait entendu maintenant, et qu'à un moment donné, quand ça serait possible, tu pourrais aller retourner chez toi. Comme là, pour la gastro, ce lien-là où tu disais, mais une gastro, c'est la même. On a parlé, je t'ai entendu, j'ai essayé de te dire que c'était pas la même. Pour une personne lambda, c'est la même. Mais par contre, c'était le dernier coup de rein qu'il fallait que tu donnes parce qu'on avait besoin de toi. Et que, Mehdi, moi, les gastro-entérologues, si tu n'étais pas là et que tu ne pouvais pas donner cette dernière ressource, et maintenant c'est établi, ou ça se passe comme ça, ou sinon il y a l'autre solution, mais ça va se terminer rapidement. Et ça fait du bien. Ça nous permet de nous dire, ben voilà, là j'arrive plus vers la fin. Et tu n'as pas besoin de savoir si la fin c'est 15 jours, c'est 3 semaines, c'est un mois, un mois et demi, mais tu sais qu'à échéance, on a entendu que tu avais besoin de retravailler parce que tes indemnités journalières. Ça, c'est la réalité aussi de quand on vit avec une complication, tous les problèmes que ça entraîne, mais tu as des réalités alimentaires. Quand tu arrives en pleine de droit et qu'à un moment donné, on te dit, ben, c'est pas encore fini, tu fais comment, tu vis comment, personne ne va te donner d'allocation. Et donc ça, c'est des peurs, et même ces peurs-là, des fois, nous poussent à faire des choses pour notre santé parce que tu es pris à tout arrêter, parce qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix. Donc c'est important d'être compris et entendu par les professionnels. Et moi, le point que je peux faire là, c'est à aucun moment, chacun reste à sa place. Et c'est des messages que je veux faire passer aux professionnels, aux patients. Moi, je n'ai pas de compétences médicales. Je suis juste un pont, un lien, entre des fois le message qui est difficile à faire passer par le patient vers le professionnel. Le professionnel, par manque de temps, n'a pas forcément l'attention et le temps à accorder au patient. Et nous, on est juste ce pont, mais
que ça soit l'interne, que ça soit le chirurgien ou que ça soit moi, on n'a qu'un objectif commun, c'est que le patient il aille mieux et qu'il sorte et qu'il soit soigné, quoi. Ouais. Donc, je pense qu'il faut vraiment appuyer sur ce fait que c'est important qu'on laisse la place, alors des associations de patients qui sont formées. Oui. Parce que si tu te rappelles la première fois que je suis venue te voir dans ta chambre, donc déjà c'était la nuit totale, et puis parce que tu dis c'était bien parce que je te parlais, parce que moi la première fois, et je crois que peut-être 2 fois je suis venue, c'était pas tu me parlais, ouais. C'est j'étais là, je parlais beaucoup et tu ne parlais pas. Ouais. Et après il faut créer ce lien de confiance et de dire, ben voilà, moi je suis juste là pour te dire que je suis là, je suis présente, il faut que tu l'entendes. Et puis il n'y a pas besoin d'avoir un échange. Et toi, tu t'es mis à avoir cette confiance ou à trouver du sens à tout ça. Et quand tu as été prêt, tu as parlé en fait. Mais jamais il faut laisser, parce qu'il faut laisser la personne aller à son rythme. Et je pense que quand je suis arrivée, que je t'ai dit, je sais ce que tu peux ressentir, tu regrettes ta chirurgie, tu en as marre, et tu te dis que pour un caprice quelque part, j'ai mis ma famille aussi, qui souffre aussi. Et pourquoi j'ai fait tout ça? Et en fait, tout ça, tu n'avais pas besoin de me le dire, parce que je pouvais te la raconter, parce que je l'avais vécu. Et donc là, cette confiance, elle s'instaure un peu. Moi, une dame, un jour, je suis arrivée, elle était en complication, et je rentre dans sa chambre, je dis bonjour, je dis je viens vous voir, pour vous dire bonjour, et puis pour voir si on peut échanger, et si je peux vous accompagner, vous aider. Elle m'a dit, vous ne pouvez pas comprendre. Et je l'ai regardée, parce qu'elle ne savait pas. Et je l'ai regardée, j'ai dit, je pense qu'on peut comprendre quand on a vécu la même chose. Et le fait que vous regrettiez la chirurgie, le fait de dire, mais pourquoi j'ai fait ça, le fait de vous en vouloir, le fait d'être encore plus coupable que d'être obèse. Et elle me dit, mais c'est tout à fait ça en fait. Donc c'est que quelque part, on parle le même langage et on a la même expérience des choses. Et il faut justement être formé à ça pour te laisser toi ton bon rythme, ou quand tu es prêt, eh bien, tu vas parler, tu vas dire ce que tu veux en fait. Donc c'est la mise en confiance avec le chir, avec la psychologue et avec nous qui sommes là. Voilà. Et par contre maintenant, alors tu en es où de ton parcours depuis décembre? Alors, du coup je suis parti en septembre à 142,5 kg. Je suis rentré du coup le 7 octobre à la clinique parce que du coup j'avais de la fièvre et je vomissais. J'étais à 130 kg, donc j'avais perdu 12,5 kg en un mois. Et derrière, le mois qui était en réal, j'ai perdu quasi 30 kg parce que j'étais autour des 105. Donc au jour d'aujourd'hui... Et toi, tu as une complication, tu as une fistule? J'ai eu une fistule, ouais. Et de suite post-op? Non, un mois après. Voilà. On s'en est rendu compte en tout cas un mois après. Donc on t'a réalimenté les bonus et les protocoles. Ouais. Et après là, tu as commencé à avoir... J'ai fait, exactement, j'ai fait 2 semaines de liquide, parce que c'était le protocole donc, dans la clinique où je me suis fait opérer. 1 semaine de mixé. Et j'attaquais ma 2e semaine où on pouvait commencer à réintégrer du haché. Et du coup, soit c'est pas passé, soit il y a eu des problèmes, et du coup le fait que ce soit haché, ça a créé plus facilement tout ce qui était derrière, tout ce qui a été hémorragie, tout ce qui a été abcès, tout ça. Et et derrière, j'ai dû arrêter complètement l'alimentation jusqu'en dernièrement il y a 2 semaines quoi. D'accord. Du coup, j'étais descendu à 130 kg donc avant mon problème. J'ai perdu quasiment 30 kg après derrière en moins d'un mois parce que du coup aucune alimentation et puis être alité et tout ça, j'ai perdu beaucoup de muscles, surtout au niveau des jambes, ça s'est ressenti au niveau des jambes. Et du coup là depuis un mois où je remarche correctement, donc là on est au mois de mars, même 2 mois, depuis le mois de janvier je remarche de plus en plus. Donc je reprends un peu du muscle et je stagne à 105, donc je pense que je perds quand même encore un peu du fait de ne pas être alimenté, mais j'ai quand même la poche d'Olimel tous les jours, j'ai 2 litres d'Olimel, donc j'ai ce qu'il me faut en termes de calories. Tu as le bon apport. Voilà, j'ai le bon apport calorique, mais du coup vu que je prends un peu de muscle au niveau de mes jambes, je pense que je continue quand même à perdre un petit peu de poids.
Mais après, la poche, tu verras quand tu reprendras l'alimentation. Ouais. Moi, avec la poche, où je suis restée longtemps à m'alimenter avec une Géjuno, en fait, comme c'est des apports qu'il te faut pour ton corps, puisque c'est calculé par la diète, il n'y a pas de le but, c'est pas de perdre du poids en complication, parce que déjà, tu t'as fait virer pour la cicatrisation, c'est hyper important. Ouais. Donc là, tu vas stabiliser, mais après, quand tu passeras à l'alimentation normale, le poids, si tu accompagnes ce qu'on disait, le suivi avec la diététicienne, et que tu as des conseils, ta perte de poids, elle va reprendre. Ça, c'est normal. Moi, quand j'étais avec la poche, je crois que j'étais à 150 kg. Après, quand on m'a retiré la poche, donc maintenant, je suis à 83. Ouais. Donc, j'ai perdu tout ce poids. Même encore, la chirurgie, ma plus grande perte de poids a été... après, au début, oui, parce que j'en avais beaucoup, mais voilà. Donc la poche, c'est normal que là, le but, c'est que tu t'affaiblisses pas et que tu aies toutes les choses pour que tu cicatrises bien, parce que la cicatrisation, elle fait partie avec tout ce qu'on te donne dans cette poche-là. Ouais, mais du coup, là, ils m'ont déjà diminué du fait de me réalimenter, ils m'ont divisé par 2. J'étais à 2 litres, ils m'ont passé sur 1 litre depuis 2 jours. Et là, tu te réalimentes depuis 2 jours avec du liquide et un peu de purée, des choses comme ça. Le protocole Sleeve d'ici, donc c'est première journée bouillon, deuxième journée liquide, donc soupe et tout ça, et troisième journée mixé lisse, donc purée et complément. Et donc tu es resté quand même pas mal de temps sans manger ou sans boire? Alors je suis resté 2 semaines et demie en fait en réa sans manger, sans boire. Ils me donnaient juste les cotons pour humidifier un peu la bouche et tout ça, et puis j'avais le droit de me laver les dents, donc ça me faisait du bien, j'avais l'impression d'avoir quelque chose dans la bouche, donc c'était cool. Et puis après j'ai râlé parce que je supportais pas en fait le fait de ne pas boire, et j'ai eu la chance d'avoir un très bon chirurgien qui était le docteur Cissé, qui s'occupait de moi en réa, qui a dit que de toute façon, ben voilà, en avalant 1 litre de salive par jour, c'est pas parce que j'allais boire 10 centilitres d'eau que ça allait me tuer. Donc j'ai eu le droit à l'eau. Et puis j'ai réussi en faisant un petit caprice à avoir le droit au sirop sans sucre en plus donc dans l'eau, et du coup je suis resté pendant les 2 semaines restantes de réa avec du sirop sans sucre, et pendant les soins continus pareil, et puis arrivé ici le docteur Scalia a pris le relais du docteur Cissé, et du coup on a vu avec lui, et au final plutôt que d'avoir du sirop sans sucre on a dit pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit au thé ou au bouillon, vu que c'est de l'herbe au final, pas forcément il n'y a pas forcément de problème après derrière, et il nous a dit oui, ça peut être une solution pour vous changer un peu et tout ça, et puis il y aura moins de cochonneries entre guillemets que dans le sirop sans sucre. Donc du coup on est passé à avoir le droit de boire du thé, et avoir le droit de boire du bouillon de temps en temps, voilà. Mais c'est sûr que c'est difficile de dire on laisse les gens sans boire ou les gens sans manger, mais nous, boire, quand tu le dis et quand tu en parles en disant mais là c'est trop compliqué, s'ils peuvent faire, ils font. C'est ça. Ils essayent d'adapter. Il suffit il vous suffit de le dire. C'est ça. Et ils vous entendent, si c'est possible. S'ils ne le font pas, c'est pas que votre gueule leur vient pas ou que voilà, c'est que c'est pas le moment, et nous des fois on ne le comprend pas. Ouais. Et au début ils ne voulaient pas. Et puis ils ont mis 1 semaine, et puis à force de faire des caprices, ils ont refait des examens. C'est ça. Mais il n'a pas, moi je suis persuadée qu'il n'a pas mis ça parce que tu faisais des caprices tous les jours et que moi je après ça a aidé à ce qu'il fasse des examens complémentaires. Voilà, il aurait tenu bon, il n'aurait pas fait si ça t'avait mis des fois on ne comprend pas, mais si ça t'avait mis en difficulté, il n'aurait pas lâché le truc. Donc après, quand ils sont sûrs, ils mettent les choses. Donc il faut toujours quand même faire convenir avec, et quand on fait des choses, parce que des fois c'est difficile, et bien voilà, le dire en disant mais là j'ai craqué, mais au moins si jamais il y a quelque chose qui apparaît, ils savent que il s'est passé ça ou il s'est passé ça. Donc je pense que cette relation que tu instaures avec le chir et avec l'interne, et cette confiance qui s'instaure où tu peux parler de certaines choses, ça aide aussi, qui t'expliquent, qui prennent le temps de t'expliquer ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont vu là, et quelle est la suite. Et bien, des fois dire la suite pour l'instant on ne la connaît pas trop, donc on va attendre un peu, et c'est eux leur dire que des fois ils amassent en même temps que toi. Oui bien sûr, mais chacun est différent, donc ce qui est vrai pour moi du coup d'avoir pu boire au bout de 2 semaines et demie de réa, il n'est peut-être pas vrai pour quelqu'un d'autre. On n'a pas, malgré qu'on ait le même nombre de problèmes qui est fistule,
chacun a une fistule qui peut être complètement différente. Moi, la preuve est que la fistule, là où je l'ai, c'est pas du tout à l'endroit où est censé péter en fait la ligne d'agrafage, c'est complètement à l'opposé et du coup c'est vrai qu'ils n'ont pas cherché là au début, à ma clinique, quand ils ont vu que je faisais une hémorragie, ils ont cherché partout sauf là, parce que c'était pas un endroit où d'habitude la ligne d'agrafage s'aide. Et donc pas de chance quoi. Et voilà, donc c'est vrai que chacun, malgré qu'on ait la même maladie qui soit la fistule, ça va être complètement différent, ça va se réparer aussi de manière différente. Il y en a, s'il faut, au bout d'un mois, ça va se refermer tout seul. Moi, ça a mis 4 mois et encore, c'est pas refermé. Du coup, c'est un diverticule qui vient protéger cette fistule et qui, du coup, permet d'avoir moins de fuite, voire pas de fuite. Mais voilà, enfin, toi, tu m'as raconté qu'après ton opération du coup, de la hanse, ta fistule, du coup, c'est complètement refermée derrière et aujourd'hui, tu n'as plus de fistule. Mais voilà, moi je sais pas si ça va se refermer, si le diverticule va... Sur la hanse comme en montée, moi ça a sténosé en fait. Et c'est pour ça que c'est ce que je te disais au début quand je venais te voir. Des fois tu disais mais pourquoi ils ne me disent pas? Parce que moi ce que je disais quand j'ai appris depuis que je suis rentrée dans être pris en charge comme ça avec ces complications, j'ai juste appris qu'une chose, que la médecine c'était pas une science exacte. Il n'y a pas une pathologie ou une complication, un livre que tu lis et tu trouves la solution à la complication. Et ça, c'est des fois difficile parce que toi, je venais te voir et tu me disais oui, mais je comprends pas, quand même, ils devraient. Mais non, mais eux aussi, il faut accepter que la médecine, il n'y a pas la solution et que chez toi, ça a été comme ça. Après, toi, des fois, tu n'avais pas forcément de CRP, tu avais de la fièvre, on ne savait pas pourquoi. Moi, des fois, c'était, j'avais pas de fièvre et j'avais une CRP qui était haute, des plaquettes. Donc, on est tous différents. Et eux, ils sont dans la difficulté d'essayer de prendre ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Et nous, on le vit pas bien. Bah oui, parce qu'on a l'impression d'être un peu des laboratoires, ils testent des trucs sur nous qu'on ne sait pas ce que c'est et au final... Mais au final, ils ont besoin de ça pour avancer, pour te trouver la solution. Et c'est pas quelqu'un m'a tapé en disant mais moi j'ai une fistule, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Et bien pour toi, ça ne passera pas de la même manière. Donc dans notre prise en charge et dans la cicatrisation, moi je pense que la plus grande des choses, c'est faire confiance aux personnes qui nous entourent. Et quand tu as ça, tu reprends l'espoir, tu te dis que de toute façon ça se finit. Et toi maintenant, dans quel état d'esprit tu es je me souviens que tu disais, moi je ne vois pas l'avenir. L'autre jour, tu m'as dit, je vais reprendre le travail, tu avais une réunion pour reprendre le travail, donc l'avenir maintenant tu le revois. Oui. Parce que tu t'es taxé. C'est ça. On va faire un repas quand même. Et que je pourrais manger correctement. C'est ça. Oui, bah, c'est vrai que je ne voyais pas le bout. Après là, le problème étant pour moi que ça va faire 6 mois que je suis en arrêt et qu'au bout de 6 mois, il n'y a plus de droit aux indemnités journalières de la CPM. Et du coup, on passe en pension d'invalidité qui n'est pas calculée en fait du tout de la même manière. C'est calculé en fait sur les 10 dernières années travaillées. Donc les 10 dernières années en l'occurrence pour moi, en sachant qu'il y a 10 ans, j'avais 17 ans, je ne travaillais pas. Donc en fait, ça va être calculé sur 9 ans, mais au prorata des 10 ans. Donc je vais perdre énormément d'argent déjà que j'en gagne pas beaucoup. Donc voilà, et puis même heureusement j'avais un peu d'argent de côté, parce qu'au final la CPM, je n'ai que ça qui me paye, je n'ai pas droit à aucune aide. Et la CPM paye 50% des salaires en fait, de la dernière année, calculé sur la dernière année du salaire moyen. Donc moi, grosso modo, ça touche 600 €. En sachant que je paye déjà quasiment 600 € pour tout ce qui est charge fixe du logement. Donc électricité, gaz, eau et loyer. Donc voilà, c'est assez compliqué du coup. Et c'est vrai que là, voilà, moi j'ai fait comprendre que au mois d'avril, vu que j'avais plus mes droits, il fallait que je rebosse. Donc peu importe dans quoi, mais il fallait que je rebosse. J'ai la chance d'avoir fait de l'animation étant jeune, d'avoir retravaillé l'été dernier en attendant un peu mon parcours de civ et tout ça, et d'avoir trouvé une bonne association qui du coup était prête à me reprendre, qui connaît en plus mes problèmes et qui a suivi un peu le parcours que j'ai eu, et qui du coup saura que si à un moment je suis fatigué, c'est pas grave si je prends 10 minutes de pause, que je vais me reposer un peu tout ça. Et du coup c'est vrai que le fait qu'eux m'accompagnent aussi dans cette reprise du travail, voilà, ça m'a remotivé, là je suis prêt, je vais, si tout va bien, travailler aux vacances d'avril, travailler cet été aussi. Donc voilà, je repars sur quelque chose. Il y a un mois de ça,
j'arrivais quasiment plus à marcher, je marchais très peu et du coup, j'avais plus, pour moi, je pourrais pas retravailler de sitôt quoi. Et là, tu vas construire, tu vas reconstruire, ça y est, maintenant tu je repars presque à zéro, mais je repars. Donc c'est pas mal. Il y a un moment où je pensais ne pas pouvoir repartir. Donc c'est vrai qu'il y a eu une évolution sur ça. Et tu as retrouvé le sourire. Oui. C'est bien. Ça a été compliqué, mais c'est vrai que ça c'est beaucoup le fait d'être retourné à domicile qui a fait ça. C'est le fait de pouvoir tous les jours voir ma compagne, de pouvoir tous les jours voir mes chats, de pouvoir me balader autour de chez moi. Au final, j'ai un kiné qui venait assez souvent, on faisait des tours de pâté maison, juste de ma résidence, et puis ça, petit à petit, et aujourd'hui j'arrive à remarcher tout seul. Le médical était supportable chez toi. Ses sonnes, ses poches, ses soins. Quand on est chez soi, on a plein de choses qui nous ressourcent et nous régénèrent, et donc ça c'est bien. L'accompagnement aussi à HAV, c'est l'hospitalisation à domicile, ça c'est des choses de bien. Après j'ai eu la chance en plus de tomber sur des très bonnes infirmières libérales. Un peu moins de chance parce qu'au niveau du prestataire on a eu des petits soucis, mais après on a su les gérer nous. Mais ouais, du coup, les infirmières étaient beaucoup à l'écoute aussi, on parle beaucoup, donc ça faisait encore un petit plus. Écoute, je te remercie. Oui, de rien. Et par contre, si tu veux faire passer justement un message que tu as lancé. Ouais. Du coup, de dire que voilà, la sleeve, moi j'ai eu un problème, Annick a eu un problème, mais tout le monde n'a pas de problème. Je connais des gens qui ont passé la sleeve après moi, qui vont très bien aujourd'hui, qui sont en perte de poids, leur vie change en fait. Donc, bien réfléchir avant de le faire, parce que ça existe. Moi, je n'avais pas cette conscience du problème en fait, parce que pour moi, 2% de problème, c'était pas moi quoi. Moi, j'étais les 98%. Et aujourd'hui, je sais que voilà, je regrette un peu parce que j'ai l'impression encore d'avoir perdu du temps, d'avoir fait du mal entre guillemets aux personnes qui m'étaient proches. Mais au jour d'aujourd'hui, je vais bien. J'ai perdu 40 kilos, donc c'était le poids que je m'étais fixé en plus en objectif au départ. Je reprends goût à la vie, donc je suis passé par des moments très durs. Mais faut pas se dire ah ben non, je peux faire la sleeve parce qu'il existe ça. Si vous êtes décidé vraiment, renseignez-vous, faites tout le parcours correctement, n'hésitez pas à être entouré parce que c'est ça le plus important et faites-le. Voilà. Avec une bonne équipe. Et surtout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu disais maintenant je vais prendre rendez-vous avec une diète et avoir un suivi à vie. Avant et avoir un suivi après. Et le suivi à vie, c'est pas ouais, mais ça y est, je me sens bien parce que je ne veux pas me rappeler que l'alimentation c'était compliqué. Il faut un minimum de prise en charge avec un suivi endocrino, avec ton chien si tu veux continuer à le voir après sur le plus long terme, pour voir avec lui des choses. Parce que je pense qu'ils sont aussi contents de voir qu'on va mieux, bien sûr. On va bien. Et l'endocrinologue, la diète dans un premier temps peut-être pour donner les bonnes habitudes, mais surtout être épaulé et pas se dire oh là j'ai remis ça en place, mais tant pis ça va aller, 1-2 kilos de prix. Non, c'est dire 1-2 kilos de prix, c'est je vais en discuter avec ma diète, je vais voir à mon kiné parce que j'ai des douleurs et je ne peux plus faire de sport. Donc cet accompagnement il est important. Il est très important. Et surtout moi je sais que ça a été le cas pour moi de bien choisir entre guillemets son équipe pédagogique du départ. Moi par exemple, la première diététicienne que j'ai vue, c'était juste pas possible. Et du coup j'ai demandé à changer de diététicienne, il y a toujours une autre diététicienne. Et au final ça s'est très bien passé avec la deuxième. Et voilà, après il s'est passé ce qui s'est passé, mais ne pas hésiter à demander à changer quand on sent que ça va pas, parce que la psychologue c'est très important que on s'entende bien. Moi au final la psychologue de mon parcours, j'ai pas l'impression qu'elle m'ait servi à grand chose. La psychologue par contre de l'hôpital, oui. Et du coup je sais que si demain j'ai besoin de refaire un suivi psychologique, je préférerais faire les 200 km qui me séparent de Montpellier et revoir cette psychologue là, plutôt que d'aller à la clinique où je me suis fait opérer et de voir la psychologue de mon parcours de départ. Par contre la diététicienne que j'avais à mon parcours, avec qui du coup ça se passait très bien, là par contre je sais que malgré que je sois plus suivi par cette clinique là, je pense que je vais aller la revoir elle pour mon suivi parce que je sais que ça se passait très bien et que je n'ai pas la raison pourquoi changer. Il faut garder l'équipe en qui on a confiance et que ça se passe bien.
et qu'un jour quelque chose, ben, tu sais qu'ils te diront et que voilà, il y a rien qui sera caché. Ben, écoute, je te remercie. Bah de rien. Bon retour à Caballo. Ouais, côté, ouais. Et puis bonne continuation. Ah, bah voilà. Tu sais Plus de batterie. Ah, ben écoute,